Et nous sommes en direct. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue au live meeting de Silcoa, live meeting organisé par Lita.co, la plateforme d'investissement responsable. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Brosseau, animatrice de levée de fonds chez Lita.co. Et on a le plaisir aujourd'hui d'être avec les cofondateurs de Silcoa, donc Romain Léco et Olivier Muquet. Merci d'être avec nous. Je vous laisse la main très bientôt pour vous présenter. Bon, Euh, bonjour. bonjour. Pas tout de suite, c'est Bonjour à ça. tous. Voilà, donc pour rappel, l'entreprise Silcoa est en levée de fonds sur lita.co en ce moment, en phase de pré-collecte, donc qui a déjà récolté plus de 230 000 euros d'intention d'investissement sur un objectif de 250 000 euros sur cette levée de fonds. Donc voilà, les cofondateurs pourront vous en donner, vous donner un peu plus d'informations durant ce live. Donc voilà, je vous laisse vous connecter tranquillement. Pour celles et ceux qui connaissent pas l'outil, vous avez accès donc au chat en bas à droite de l'outil dans lequel vous pouvez interagir. Je vois qu'il y a déjà du coup des participants. Bonjour et bienvenue à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié en bas à droite. On pourra les poser donc dans un second temps en direct aux cofondateurs. Donc pour rappel, hein, le live va durer une petite heure avec une présentation de la part des cofondateurs et ensuite on aura un temps d'échange voilà, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, messieurs, je vous laisse le micro si vous voulez. Bonjour à tous, donc Olivier Muquet, je me présente, donc je suis un des 4 cofondateurs, il en manque 2 aujourd'hui, de Silcoa. Je suis plus spécifiquement en charge de marketing commercial. Et voilà, un petit mot sur mon parcours. Donc, suite à une reprise d'études environnement-énergie il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai déjà créé une première start-up dans le domaine des matériaux et du traitement du papier qui s'appelait BT3 Technologies. Puis, j'ai été chargé d'investissement d'accompagnement chez InnoEnergy, qui est un accélérateur de start-up européen dans l'énergie. Et puis voilà, j'avais envie de repartir en première ligne dans une start-up. Donc, c'est là que j'ai fait la connaissance d'Erwan et Frédéric, qui sont les 2 autres cofondateurs. À toi, Romain. Bien, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Romain Leco. Alors pour ce qui me concerne, j'ai rejoint ce projet qui existait déjà en fait 6 mois avant que l'entreprise ne soit créée. Donc ça nous ramène à fin 2021. Voilà, donc j'ai rejoint l'entreprise, enfin le projet donc qui comptait déjà 3 membres, pas encore associés donc, dont Olivier qui avait déjà aussi rejoint en phase donc pré-création, anté-création comme on dit. Et voilà. Et pour ma part, j'ai surtout une expérience de dirigeant d'entreprise, de PME, dans des domaines très très divers. Et entre autres, en début des années 2000, dans l'emballage. Alors pour le coup, c'était du bon gros emballage plastique, voilà. Mais tout ça pour dire que le monde de l'emballage ne m'est pas inconnu. Alors, c'est moi qui vais commencer à parler. On va vous co-présenter le projet Silcoa, l'essentiel, hein, rapidement, un petit quart d'heure. Donc, je commence, je prends le micro. Alors, l'objectif de Silcoa, la raison d'être de Silcoa, en fait, c'est de permettre le développement d'emballage qui soit le plus possible fait à partir de papier. Alors, sous-entendu, le moins possible à partir de plastique, notamment. Et de ce fait, plus facile à recycler et d'une manière générale, moins polluant. Notons qu'on est soutenu le projet est soutenu par Citeo, hein, l'organisme de collecte et de valorisation des emballages, des déchets d'emballage en France. Alors, avant d'en dire plus, un tout petit peu de pédagogie pour expliquer en fait que les matériaux d'emballage, d'une façon très générale, sont très généralement des matériaux multi-couches. On appelle ça aussi des matériaux complexes. Hein, c'est-à-dire, si on regarde sur la gauche du slide, on va avoir un substrat principal qui est du plastique ou du papier. Hein. Aujourd'hui, on y reviendra, les emballages en papier existent déjà. C'est pas tout à fait nouveau. Et de part et d'autre, on va avoir tout un tas de couches ou de coatings hein, destinés à assurer diverses fonctions, notamment des fonctions dites barrières pour protéger contre l'oxygène ou la vapeur d'eau le contenu et le permettre de la conservation, mais également donc des couches d'impression ou des couches destinées à
à coller des sachets, on appelle ça les couches scellantes. Voilà. Donc, à titre d'exemple, l'emballage de jambon, hein, genre d'emballage ultra classique hein, qu'on a au milieu, eh bien, sous son apparente simplicité, c'est déjà un multimatériau qui va contenir 5, voire 7 couches de matériaux différents. Donc là, en l'occurrence, c'est du plastique, mais qui contient déjà divers matériaux, en l'occurrence pour assurer la protection contre l'oxygène et pour assurer la fermeture, le scellage du sachet. Autre exemple ultra connu, les fameuses briques Tetra Pak, hein, qui contiennent à peu près 70% de carton, le reste étant du polymère polyéthylène en l'occurrence, et également en l'espèce de l'aluminium. Donc il y a d'autres couches, mais c'est les principales. Alors, pour autant, donc, comme évoqué, aujourd'hui, donc, et on s'en réjouit, on est dans un contexte où on a des pressions environnementales et puis des pressions réglementaires, pardon, et sociétales, heureusement, en vue d'éliminer les plastiques des emballages. Donc, le papier est aujourd'hui la principale alternative crédible. Alors, pourquoi crédible? Parce qu'il y a une infrastructure industrielle de production, d'une part, mais également de recyclage qui est présente dans la plupart des pays, ce qui n'est pas le cas de nombreux autres matériaux. Le problème principal avec le papier, c'est qu'il manque de fonctionnalité et notamment il manque de propriétés de résistance à l'eau et de protection contre la vapeur d'eau notamment, ce qui en limite les usages. Alors pour autant, comme j'ai évoqué, les emballages en papier existent déjà. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour un industriel qui veut faire un emballage à partir de papier? Donc, pour avoir un emballage fonctionnel, on va très généralement avoir du papier plus autre chose. Donc, encore une fois, cette autre chose est destinée à assurer des fonctions de protection contre la vapeur d'eau, contre l'humidité ou contre l'oxygène. Donc, l'enjeu pour les industriels aujourd'hui, c'est de maximiser la part du papier dans cet ensemble complexe, donc de minimiser ce qui n'est pas du papier. Aujourd'hui, pour information, en gros, on va avoir, par exemple, si vous prenez du papier bouché, du papier, enfin, il y a tout un tas de papiers mixtes hein, ou des sachets de thé qui combinent déjà du papier et des polymères. On va très fréquemment avoir 70-75% de papier et le reste, même si on ne s'en aperçoit pas forcément quand on voit le papier au premier abord, le reste va être du polymère. Donc l'enjeu, c'est donc de minimiser ce qui n'est pas du papier et d'autre part, de faire en sorte que ce qui n'est pas du papier soit le plus green possible hein, et notamment soit le plus recyclable possible et idéalement compostable et biosourcé. Alors c'est là que Silcoa intervient, puisque ce que nous proposons, c'est donc une solution de traitement du papier qui confère au papier ces fameuses fonctionnalités dites barrières, donc de protection contre le passage de l'oxygène ou le passage de la vapeur d'eau, tout en apportant également des propriétés de résistance à l'eau. Et ce traitement, il est fait avec quelques nanomètres, c'est-à-dire quelques épaisseurs atomiques, donc c'est excessivement fin, d'alumine, l'alumine étant une céramique, un matériau plutôt minéral, donc, qui est l'oxyde d'aluminium. Et ce traitement a la caractéristique donc de permettre de garder un matériau aussi recyclable et aussi compostable que l'est le papier d'origine. Et donc, d'ailleurs, on conserve à ce stade un matériau qui est à 99,9% de cellulose, c'est-à-dire de papier, et donc avec très 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 peu d'apport de matière ajoutée. Donc on voit que par rapport à l'objectif qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, à savoir un industriel qui cherche à faire un matériau d'emballage qui contienne le plus possible de papier, et bien on voit que cette solution y est fortement contributrice puisqu'elle apporte des solutions, des fonctionnalités en enlevant très très peu de papier au total. Alors, un petit exemple de mise en situation. Alors, c'est un petit exemple de ce qu'on appelle un démonstrateur hein, de laboratoire, on va dire. Vous avez en fait dans ces verres, dans ces petites verrines, de la chicorée soluble qui a été mise au fond. Et puis, alors on ne le voit pas bien parce que c'est en
vue de profil, hein, on a un opercule à chaque fois qui est posé par-dessus. Alors à gauche, il n'y a pas du tout d'opercule. Et on voit que la chicorée soluble, après quelques semaines, a pris complètement en masse. La chicorée soluble, c'est extrêmement hydrophile. Hein, ça capte l'humidité, c'est infernal à conserver pour ceux qui en ont dans leur placard. Donc à gauche, on voit le résultat, ça a pris complètement en masse. Au milieu, on a un opercule en papier calque, donc du papier calque du commerce, hein, que vous pouvez acheter dans la grande distribution. On voit qu'avec un simple papier calque, eh bien, la chicorée coagule quand même un petit peu, même si on distingue encore les grains. Et à droite, ce qui est encore le cas aujourd'hui, après plusieurs mois de conservation, puisque les essais datent du mois de décembre passé, eh bien, on voit que la chicorée soluble est restée pulvérulente. Et à droite, on a un opercule de papier calque qui a été traité par notre solution. Donc, on voit l'illustration de la protection contre l'humidité, en l'occurrence, de la chicorée soluble. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Donc, c'est une illustration très schématique, hein, que vous avez sous les yeux. Le principe, en fait, consiste à traiter les matériaux dans une enceinte, une sorte d'étube ou de four, dans lequel on va placer donc nos matériaux à traiter. Alors, insistons sur une particularité, c'est que l'on va placer une bobine de papier entière sans avoir besoin de la dérouler. C'est une des caractéristiques de notre procédé qui fonctionne, entre guillemets, en masse, on pourrait y revenir dans les questions, sans avoir besoin de dérouler et enrouler. De même, on peut placer une pile de barquettes. Donc, dans une étude dans laquelle on va faire circuler des gaz, un des gaz étant la vapeur d'eau, l'autre gaz étant un réactif chimique qui s'appelle le triméthylaluminium pour les connaisseurs. Et pendant quelques heures, on va faire circuler alternativement ces deux gaz qui vont réagir entre eux, donc c'est une réaction chimique, et créer cette fameuse couche infime d'alumine à la surface du papier. En fait, ce procédé, qui est tout à fait innovant, est basé sur un procédé par ailleurs connu qui s'appelle l'Atomic Layer Deposition, ALD, qui est utilisé couramment dans la microélectronique. À titre d'exemple, pour fabriquer les panneaux photovoltaïques, ce procédé est utilisé massivement. Voilà. Et donc, l'innovation brevetée dans le cadre de ce projet consiste à avoir adapté ce procédé qui vient de la microélectronique, de l'avoir adapté au monde du papier et de l'emballage. Olivier? Olivier, oui, il faut que tu actives ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, c'est bon. Donc, c'est là qu'est venu le moment de la reformulation et de la synthèse de ce que vient de dire Romain. Donc, voilà, il y a deux aspects vraiment à retenir sur ce qu'on apporte et qui est réellement unique sur le marché. C'est le côté produit, de pouvoir amener des propriétés de barrière vraiment en préservant le maximum de pourcentage de cellulose. Voilà, si on se compare, on l'a dit, aux solutions les plus coûteuses, c'est du plastique sur du papier, donc c'est évidemment pas très efficace. Et sur le côté procédé, c'est vraiment l'adaptabilité, la simplicité et la compétitivité de ce procédé, puisqu'on est capable, et ça c'est vraiment rarissime, de pouvoir traiter à la fois des bobines en 2 dimensions et des objets déjà en forme. Voilà. C'est moi qui ai la main pour passer au slide suivant. Au niveau des marchés qu'on vise, alors c'est vraiment l'emballage alimentaire et dans une moindre mesure la cosmétique. Les deux sont extrêmement intéressés. Pour tout vous dire, on a une traction commerciale qui est vraiment énorme, c'est-à-dire que là, on a plus de 150 acteurs qui sont venus nous voir. Je dis bien venus nous voir, c'est-à-dire qu'on ne prospecte pas directement. On fait un petit peu de communication, évidemment. Il y a quelques articles qui sortent sur nous, quelques salons, et ça suffit à nous occuper largement. Pour faire simple, j'ai coutume de dire qu'il y a tout mon placard et tout mon frigo qui sont venus au moins discuter avec nous, et c'est le cas. Donc, on peut, vous voyez, c'est pour ceux à qui ça parle, c'est une segmentation de notre marché, relativement simpliste mais efficace. Évidemment, il est plus simple de faire un gobelet en carton qui va durer quelques minutes que d'emballer des yaourts qui vont avoir des durées de conservation de plusieurs semaines ou voire des produits cosmétiques pour lesquels on vise des durées de conservation de plusieurs années. Donc, c'est comme ça qu'on segmente notre marché. Ceci dit, on commence à travailler sur tous ces segments-là en parallèle.
L'idée étant d'avoir un bon panachage pour pouvoir amener des choses sur le marché rapidement, d'autres à moyen terme et d'autres à plus long terme. Un mot sur l'environnement concurrentiel. Alors, notre concurrent numéro 1 se situe à gauche, en fait, c'est celui qui est déjà en place. En fait, vous l'avez dans les rayons, dans votre supermarché habituel. Mais le plastique, et je dirais même plutôt les plastiques, c'est eux qui emballent actuellement les aliments, la cosmétique. Donc, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est devenu l'ennemi public numéro 1. On le ressent au niveau de l'attraction commerciale, on le ressent tous les jours, ça en parle. Il y avait des traités la semaine dernière pour un traité d'interdiction des plastiques à l'échelle mondiale. Mais bien sûr, il faut trouver des solutions en face de ça. Donc, on parle aussi un peu des bioplastiques. Alors, cette semaine, c'est pas trop leur fête. J'ai eu énormément d'articles là-dessus. Les bioplastiques, c'est des plastiques, des polymères qui sont issus de ressources agricoles ou déchets. Problème de ces plastiques, c'est pas si nouveau que ça. Hein. Ça fait plusieurs années. Les premiers ont 10, 15, 20 ans. Il y a eu vraiment des controverses, notamment d'analyse de cycle de vie, de compétition alimentaire, même de performance. Et puis, le dernier qui était prometteur, il est également visé par la directive d'interdiction. Donc, ça compromet un peu son déploiement. Donc, finalement, se retrouvent, comme on l'a dit tout à l'heure, les solutions de traitement du papier, pré-traitement ou post-traitement. Donc, on pourra y revenir dans les questions en détail, mais nous, on identifie plus de partenaires potentiels que de réels concurrents. Et au plaisir de détailler ça tout à l'heure. Alors, je reprends le micro. Ouais, En termes de business model, en fait, dans un premier temps, on prévoit une offre de prestation, c'est-à-dire on réalisera nous-mêmes sur un site pilote le traitement de bobines, de barquettes pour le compte de nos clients. Et par la suite, notre idée plus à moyen terme, c'est de proposer une offre de transfert de technologie, en fait, de vente de technologie, sous forme de leasing, de licence associée, pour que les gens qu'on appelle les transformateurs de matériaux ou les fabricants d'emballage, par exemple des bols ou des gobelets, puissent directement, dans leurs usines, intégrer notre processus à leur propre processus qui continuera à inclure d'autres étapes, par exemple des étapes de vernis scellant, par exemple, ou d'impression tout simplement, avant de le livrer au client final, qui est la marque. La levée de fonds qui nous occupe, et dont l'ITA occupe 20-25%, vise dans notre roadmap, de manière plus générale, vise notamment à financer l'installation de ce pilote industriel que je viens d'évoquer. C'est-à-dire concrètement, notre procédé à une échelle représentative industrielle, d'une part, le tout installé sur un site, bien sûr, et évidemment avec les équipes qui vont avec. Et en parallèle de ça, continuer à avancer sur la maîtrise et la compréhension des limites et des potentialités de ce procédé-là, à la fois dans sa dimension industrielle mise en œuvre, productivité, etc., et dans sa dimension également de performance, c'est-à-dire jusqu'où arrive-t-on, jusqu'où peut-on aller en termes de protection de l'humidité, de l'oxygène, etc., etc. Et tout ça se faisant bien évidemment avec des clients, puisque on avance main dans la main sur des cas concrets avec les différents clients qu'a évoqué Olivier tout à l'heure. Précisons que cette levée de fonds intervient aussi concomitamment avec la mobilisation d'un financement public qui nous a déjà été accordé. Vous me pardonnerez de ne pas pouvoir le nommer un peu plus à ce stade. On a des devoirs de confidentialité, mais donc un financement public important d'un montant de 2 millions, même de plus de 2 millions d'euros sur 2 ans et demi, qui intervient en levier de ce financement en capital.
Quelques mots voilà, pour dire que donc, notre tour de table donc, pardon. Notre tour de table se situe donc là maintenant en 2023. On envisage une deuxième levée de fonds en courant 2025. Et puis donc en parallèle de ça, ce financement public. Émilie, c'est normal que j'ai Oui, alors c'est Olivier, je pense, qui a voulu répondre en direct parce qu'en effet, tu réponds à une question qui a été posée, donc c'est vrai que c'est comme ça, elle sera traitée. Tu peux appuyer minimisé. sur minimiser comme Ah, ça ok, te d'accord. Ça, bloque ça. ça apparaît sur l'écran. Voilà. Et avec l'ambition voilà, d'atteindre un premier équilibre d'exploitation dans les années autour de l'année 2027. Et pour finir, un petit aperçu de l'équipe fondatrice. Alors, précisons bien que c'est l'équipe fondatrice, puisque à ce jour, il y a déjà 2 et très, très, très prochainement, la semaine prochaine, 3 personnes qui ont été embauchées et qui ont complété l'équipe. Hein. Donc, notre équipe fondatrice a la particularité d'inclure des gens à la fois avec une dimension technique et également avec une dimension plus business commercial comme Olivier et moi. Donc, on s'est déjà présenté, mais donc Frédéric Mercier, lui, est à l'origine du procédé, donc avec une bonne maîtrise de ce procédé ALD et puis des matériaux qui sont déposés. Et il est directeur R&D, donc c'est lui qui est en charge du développement, de la roadmap, développement technologique. Et puis Erwan, qui lui a plus une expertise des matériaux papier et qui est en charge du développement des solutions clients, concrètement, qui est à la manœuvre avec les clients pour développer des solutions sur mesure. Eh bien, je crois que maintenant, on peut se consacrer aux questions. Merci beaucoup Romain et Olivier pour cette présentation très complète. On a une quinzaine de participants, il y a déjà beaucoup de questions. Olivier, est-ce que je peux juste te demander d'appuyer sur finir, la question? Sinon on va pas pouvoir passer aux prochaines. Super, merci. Hem, alors, avant qu'on passe aux questions, je voulais juste, voilà, rapidement, rappeler que, vous aurez accès au dossier d'investissement de Silcoa, donc qui en fait reflète toute l'analyse qui a été faite par nos experts chez Lita, sur ce projet. À savoir que c'est assez rare, hein, d'avoir ce type de dossier sur lita.co. Il s'agit d'une entreprise deep tech en amorçage, voire même en phase de R&D, qui apporte une réelle innovation de rupture. Donc vous avez sûrement, vu passer Funcell, qui était aussi une entreprise, du même secteur et qui lutte, voilà, donc Silcoa lutte aussi contre, enfin, qui lutte pour réduire l'utilisation du plastique à usage unique. On est sur du capital risque avec un gros potentiel de rentabilité et un fort potentiel d'impact sur le long terme. Donc on reviendra sur les conditions d'investissement de manière plus précise, à la fin. Mais en tout cas, dans ce dossier d'investissement que vous pourrez, télécharger, sur la page de la levée de fonds très prochainement, vous verrez toute l'analyse et on a relevé surtout 4 points clés, chez Lita, chez Silcoa, qui sont du coup, d'abord un contexte réglementaire sur les emballages et en particulier sur le besoin de réduire le plastique qui est favorable aux solutions biosourcées, avec un fort atout pour les solutions à recyclabilité et biodégradabilité élevée. Le deuxième point, c'est que, c'est une technologie qui est éprouvée dans d'autres applications sectorielles, donc avec une propriété intellectuelle qui est établie sur une licence mondiale exclusive à durée illimitée. Le troisième point clé, c'est aussi qu'il y a des attentes et une volonté de trouver des solutions de plus en plus affichées de la part des marques alimentaires et des industriels de l'emballage, en phase avec la proposition de valeur, de la solution développée par Silcoa. Donc d'ailleurs, on y reviendra plus en détail parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Et le dernier point clé, c'est un potentiel de marché qui est très important et une solution qui s'imbrique dans les processus industriels existants et également avec des solutions donc mieux-disantes et complémentaires. Donc voilà les 4 grandes raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes et on va pouvoir répondre à toutes vos questions désormais. Je ne sais pas si vous vouliez, compléter, Romain ou Olivier? On peut passer aux questions, je pense. Super. Donc les participants, je vous invite à voter pour, les questions qui vous intéressent le plus, sachant qu'elles seront traitées en priorité, donc dans l'onglet questions. Vous pouvez voter en cliquant sur la petite flèche à gauche de la question. On a plusieurs questions au sujet, de l'alumine.
Donc, on va essayer de les regrouper. Première question de Grégorio. Quel est le temps actuel pour enduire une bobine entière? Quel temps de revêtement comptez-vous atteindre à l'échelle industrielle? Alors, Je laisse la main. oui, je vais commencer. Alors, l'ordre de grandeur du temps de traitement, on se parle de quelques heures. Voilà. Alors, quelques heures, vous allez me dire c'est large, mais c'est entre 1 heure et 5, 7 heures. C'est l'ordre d'idée. Ce temps dépendant potentiellement de la, de la, de la dimension de la bobine et notamment de sa largeur, de sa lèse, pour parler le vocabulaire de la papeterie, etc. Voilà. Maintenant, ce temps n'est pas quelque chose de tout à fait critique parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la capacité de production, c'est-à-dire au final, combien de temps, combien de tonnes, combien de mètres carrés de papier ou de parquet peut-on traiter en un poste de travail, en 8 heures, en 24 heures de production. Et ça, évidemment, ça dépend de ce temps technique que je viens d'évoquer de quelques heures, mais ça dépend surtout du volume des réacteurs, du volume du four, hein, de l'étuve, voire du nombre d'étuves que l'on met en parallèle. Et on peut dire, sans rentrer dans les détails, que notre procédé, en tout cas les projections que l'on peut faire actuellement et en comparaison avec d'autres, est relativement économe en termes de besoin d'investissement. Formulé autrement, on peut atteindre rapidement des très gros volumes de production avec des investissements raisonnables. Merci Romain. Est-ce que ça répond à votre question? Grégorio, n'hésitez pas à nous confirmer dans le chat ou si vous avez d'autres questions. On a une autre question de Manon. Y a-t-il des déchets générés lors de l'étape de dépôt de l'alumine? Cette étape est-elle énergivore? Je la prends celle-là. Allez. Je crois que je rallume mon micro. Oui, c'était même mentionné sur le slide. En fait, il y a un déchet quelque part, c'est du rejet de CH4, de méthane. Donc, c'est pas le bienvenu puisque c'est un gaz à effet de serre. Par contre, on a déjà étudié le sujet. En fait, ça correspond à quelques nanomètres qu'on met. Donc, il y a des rejets infimes en fait de méthane. On s'est même rapproché de spécialistes. On a la chance à Grenoble d'avoir Waga Energy, qui est le spécialiste du biométhane. Donc en fait, la seule chose qu'on en fera, c'est qu'on le valorisera sous forme énergétique pour faire chauffer le thé dans l'usine. C'est à peu près ce qu'on a, on a dans nos calculs identifié comme quantité d'énergie à récupérer. Mais sinon, il n'y a pas d'autres déchets. Très bien, merci. C'est vrai qu'il y avait une autre question de Gwendal qui disait bravo pour ce superbe projet. Avez-vous étudié l'impact carbone du processus de création de la couche d'alumine? Merci. Donc, c'est pas exactement la même question qu'avant, mais ça se complète. Oui, effectivement, c'est un peu plus complet. Alors, oui, on a fait. Alors, le bilan carbone, c'est assez complexe. On a fait, on va dire, une sorte de pré-bilan carbone, notamment pour un dossier, là, pour un organisme. Donc, on a un bilan carbone qui serait a priori inférieur si on comparait par exemple une barquette en plastique et une barquette en cellulose moulée traitée. On a un bilan carbone qui serait plutôt inférieur. Sachant que la problématique environnementale majeure à laquelle on s'attaque, c'est pas ça. On n'a pas créé Silcoa pour diminuer l'impact carbone, c'est plutôt l'empreinte plastique qui, pour information, est pas du tout même pris en compte dans les analyses de cycle de vie. Hein. On est encore qu'aux prémices en fait de ce que donne la pollution plastique, de tous ces impacts. Je suppose que vous avez tous plus ou moins lu des articles qu'on en mange, qu'on en respire, mais ça semblerait pire que tout ce qu'on peut lire. Voilà, mais c'est le début. Hein. On est un peu comme il y a 30 ans dans les problématiques de gaz à effet de serre. C'est très clair. Merci beaucoup. Il y avait une autre question donc de Serge. Là, plutôt sur les questions de santé, on en a d'autres à ce sujet d'ailleurs. Quelles sont vos contraintes en termes de normes sanitaires et hygiéniques, notamment pour les emballages culinaires? Alors, effectivement, alors ça c'est un sujet également qui a également sa dose de complexité, hein, c'est comme les bilans carbone. Alors, il faut savoir qu'en matière de contact alimentaire,
on est dans le domaine de l'auto-certification. De certaine façon, hein. Il n'y a pas, j'en profite voilà, pour préciser que contrairement à ce que beaucoup de gens croient d'ailleurs, et contrairement à ce qui se passe pour les médicaments, il n'y a pas une instance supérieure qui autorise ou qui n'autorise pas tel matériau pour un contact alimentaire. Donc c'est l'affaire des industriels de s'assurer et de déclarer, de certifier qu'ils respectent les réglementations existantes en la matière. Alors, qu'est-ce qui existe en la matière, justement? À vrai dire, s'agissant du papier et des papiers et cartons, il existe que des choses assez générales, hein. Contrairement au plastique où il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de précision sur les exigences à respecter. S'agissant des papiers, c'est assez général. Alors, maintenant, si on regarde concrètement de quoi il s'agit, quand on regarde ces directives, hein, ou même certaines normes allemandes qui font de fait office de directives du fait de la carence de normes, enfin de réglementation directement destinées au papier, eh bien, on va retrouver un certain nombre d'additifs autorisés, on appelle ça des listes positives, hein, un certain nombre d'additifs qui sont autorisés dans ces matériaux. Et si on regarde par exemple les directives utilisées pour les destinées au plastique, eh bien, l'alumine fait déjà partie des additifs autorisés, par exemple, pour les matériaux plastiques. De même qu'elle va exister dans les listes d'additifs autorisés par cette fameuse norme allemande. D'autre part, ces directives précisent généralement ce qu'on appelle des taux de migration, c'est-à-dire quelle quantité de matière peut-on retrouver dans le contenant, donc l'aliment, en provenance du matériau d'emballage. Donc, on va spécifier un nombre maximum de milligrammes par mètre carré de matériaux exposés, etc. Et là, sur ces points-là, même si à ce stade, on n'a pas fait les essais, etc., hein, c'est prévu, bien sûr, tout ça, mais des simples calculs d'ordre de grandeur sont extrêmement rassurants, puisque vu les très très faibles quantités d'alumine que l'on dépose, quand bien même cette alumine se retrouverait dans les aliments, ce qui est entre guillemets impossible parce que l'alumine est chimiquement liée au papier. Ça, c'est une particularité de notre procédé, je le dis au passage, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une peinture, comme une impression, etc., comme un vernis. Il y a une liaison chimique, donc formulé autrement, c'est inarrachable. Bon, eh bien, mais quand bien même cette alumine se retrouverait malgré tout dans les aliments, on est à des niveaux de migration qui sont 10 fois inférieurs au seuil autorisé dans les normes existantes, encore une fois, pour les papiers, pour les plastiques, etc. Donc, voilà, il y a tout ça pour dire qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire pour prouver par A plus B, etc. Et ça prendra un peu de temps et ça mobilisera quelques ressources. Mais on a des premiers éléments extrêmement rassurants par rapport aux approches que l'on peut faire à ce stade. Et puis, il faut rappeler une chose, c'est que n'importe quel objet en aluminium que vous avez entre les mains, et même une casserole, et même une cafetière, eh ben, en réalité, c'est de l'alumine que vous touchez. Parce que n'importe quel objet en aluminium est naturellement revêtu d'alumine, puisque l'aluminium s'oxyde spontanément à l'air. Donc en fait, on est déjà exposé à l'alumine, y compris pour les objets en aluminium qui existent depuis des dizaines d'années. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, je pense que ça répond bien à la question. Il y aura plus de détails sur les contraintes réglementaires que vous pourrez retrouver dans le dossier. Voilà. N'hésitez pas à nous confirmer si ça vous convient comme réponse. Il y avait aussi une question de Célia qui posait à peu près les mêmes questions, notamment sur la toxicité de l'alumine. Est-ce que c'était plus toxique ou moins toxique que le plastique? Donc, tu viens de... Alors c'est effectivement peut-être pas tout à fait la même question, parce que si j'élargis, on pourrait dire au-delà du contact alimentaire, c'est pas tout à fait la question posée, mais elle était posée dans les questions écrites d'ailleurs, hein. C'était quid de l'alumine qu'on retrouve dans le sol, par exemple, hein. Alors là, on peut dire plusieurs choses sur comment dire. Alors, on n'est pas nous-mêmes toxicologues et l'impact de l'alumine que l'on ingérerait, encore une fois,
on a vu les aspects migration, etc. Maintenant, ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'alumine est un matériau qui est naturellement, massivement présent dans le sol. L'aluminium, de manière plus générale, représente 8% de l'écorce terrestre, et c'est le troisième élément le plus représenté. Voilà. Et c'est naturellement présent dans des argiles, dans la bauxite, qui est le minerai d'aluminium, les Baux-de-Provence, ça vient de là, les bauxites. Donc voilà, donc c'est quand même un matériau extrêmement répandu. Et encore une fois, nous, on se parle de quantités totalement dérisoires. Voilà. Et encore une fois, il convient aussi de mettre tout ça en balance avec aussi ce qu'on s'économise comme pollution certaine due au plastique, au microplastique. Bon, ça fait partie des sujets qui vont continuer à être investigués, documentés, etc. Encore une fois, mais voilà les éléments qu'on peut partager à ce stade. Oui, puis j'imagine que vous allez aussi, peut-être à terme, vous rapprocher de spécialistes ou d'écologues, en tout cas, qui travaillent sur l'impact sur la biodiversité. Oui, il y a de quoi faire, comme on dit, il y a de quoi faire des sujets de thèse sur tous ces Oui, en fait, on va quand même réaliser effectivement une analyse de cycle de vie complète. On va essayer d'être bien objectif, parce qu'on voit beaucoup d'ACV, chaque camp sortant son ACV en tirant la couverture du sens qui l'intéresse. On va essayer de rester bien objectif, mais voilà, c'est prévu, effectivement. Très bien, c'est très clair, merci beaucoup. On a une question donc de Hervé. Hervé, je vais vous proposer de monter sur scène. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, c'est juste voilà, pour venir poser votre question en vidéo. Et si vous ne souhaitez pas monter sur scène, on pourra la poser de vive voix. Je crois que Hervé est avec nous. Oui, bonjour à Bonjour tous. Hervé. Merci, Bonjour. je vous en prie, je vous laisse poser votre question. C'est gentil. Merci déjà pour cette première présentation. C'était surtout une question pour savoir quelles étaient les premières références, les premiers gros clients que vous aviez réussi à convaincre avec votre solution. Après, c'est peut-être pas à cette phase-là, pour l'instant, comme vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez même pas en prospection, mais Alors, on n'est pas en prospection, mais ça ne nous empêche pas d'être en contact avec de nombreux clients, donc ils viennent quand même à nous et on a signé effectivement des contrats de co-développement d'études R&D fonctionnelles pour mise au point de nouveaux emballages. En gros, alors il y a plusieurs typologies de clients avec qui on a signé. Déjà, quantitativement, on a signé avec plus de 15 clients et là, on en a beaucoup qui vont rentrer, donc on va bientôt dépasser la vingtaine de clients. On a des clients de l'industrie agroalimentaire majoritairement, un peu cosmétique, et également des producteurs d'emballage, que ce soit des transformateurs papetiers ou des gens qui fabriquent de la cellulose moulée. Donc, cellulose moulée, c'est la boîte à œufs que vous connaissez, mais qui est en train de vivre sa troisième révolution. Je pense qu'on va vraiment en voir beaucoup dans les rayons dans les années à venir. Et ça évolue fortement, je ne vais pas dire chaque semaine, mais au moins tous les mois, nous, on reçoit des productions qui évoluent de leur côté. Il y a aussi pas mal de startups dans ce domaine-là qui se sont lancées. Voilà, donc évidemment, on ne peut pas encore dire les noms de ces industriels, mais je suis persuadé, comme pour moi, que vous en avez dans votre placard ou votre frigo, ça c'est quasiment sûr, vu les noms. Et ce sont vraiment des grands acteurs on a parmi les 150 prospects qu'on a, ce sont essentiellement des très gros, très qualifiés et qui ont les moyens de démarrer des études R&D en co-développement maintenant au stade où on en est. Ok. Et du coup, pour rappel, c'est du coup les marchés que vous visez, c'est du coup le marché de l'emballage alimentaire et le marché du cosmétique aussi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et vraiment, l'emballage alimentaire, sans parler des clients avec qui on a signé, mais on a été contacté pour aller de choses aussi simples qu'emballer du sucre jusqu'à des bouteilles en cellulose moulée. Peut-être pour compléter C'est bon, ouais. Il y a un décalage de vidéo avec Olivier, je ne sais pas si il y a que moi qui l'observe. Pour compléter l'échange, on peut dire que certains clients, même si, parce que des fois on dit qu'on est en R&D, mais on est à la fois en R&D et puis finalement très, très avancé avec certains. Et certains nous demandent, y compris parmi les gros, bon, mais alors, attendez, là, si ça marche, est-ce qu'en 2025, déjà, on pourra produire, enfin, je veux dire,
voilà, on est quand même dans la vraie vie. Hein. C'est pas des cellules prospectives qui réfléchissent pour Oui. après-demain. C'est quand même avec une vision à horizon relativement court terme. Ouais. Et peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en fait, le développement d'un emballage en soi, même sans intégrer, comme pour nous, une technologie, j'ai l'impression que... Non, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui, le développement d'un emballage en soi, même sans intégrer une technologie totalement innovante comme la nôtre, ça prend beaucoup de temps. Ne serait-ce que changer quelques matières qui existent déjà, qui seraient sur l'étagère, changer la forme d'un emballage, c'est énorme. En fait, un emballage, c'est quelque chose qu'on traite, donc on a l'impression que ça ne vaut pas grand-chose et que il n'y a pas beaucoup de temps passé dessus, mais c'est impressionnant le temps homme qui est passé pour la conception d'un nouvel emballage. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'emballage, enfin, encore une fois, c'est un milieu que je découvre pas complètement. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de diriger une entreprise d'emballage il y a quelques années. Eh bien, c'est aussi pour ça qu'on se doit de garder de la confidentialité parce que, bon, d'abord, on a signé des NDA avec tous, quasiment. Et finalement, l'emballage, c'est stratégique et pour beaucoup, ils comptent se différencier aussi avec ça, être le premier à sortir l'emballage quasi 100% papier pour tel ou tel produit. Voilà. D'un point de vue marketing, positionnement de marque, etc., c'est majeur l'emballage. Hervé, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est bon. Non, c'était très précis. Merci beaucoup pour ces explications. Merci Hervé, on se retrouve dans le chat. À bientôt. À bientôt. Merci pour vos réponses. Alors du coup, on a d'autres questions non répondues encore, qui sont plutôt là, donc sur la partie du process industriel. Donc, question de Célia. Bonjour, bravo pour ce projet inspirant. Quels sont les risques liés à l'industrialisation de la solution que vous proposez? J'aurais tendance je vais d'abord répondre par une première question à la question. Quand on parle de risque, quel type de risque? À quel type de risque vous pensez? Au risque de, je dis n'importe quoi, pour l'environnement ou au risque que ça ne marche pas? Enfin, juste si on peut préciser ça. Si Célia, vous pouvez préciser, sinon je pense que c'est les risques plutôt de perturbation du processus industriel. Alors, c'est encore une troisième catégorie de risque. Alors, je peux répondre aux trois à la fois, hein, vous me direz, mais. On a un peu le temps. Voilà. Alors, bon, déjà, s'agissant on va dire, du risque technologique de mise au point, à vrai dire, plus que des risques, on a plus des zones, comment dire, une connaissance du procédé à approfondir pour mesurer jusqu'où ça marche. Donc, on n'est pas tellement dans des risques genre ça marche pas, binaire. On est plutôt dans des jusqu'où ça va marcher. Du type jusqu'à quelle dimension de bobine ça va fonctionner, ou où ça va fonctionner dans des délais, dans des temps de traitement réalistes. Voilà, de quelle quantité de barquettes, ce type de choses. Ou jusqu'où pourra-t-on aller en termes de propriétés barrières qui permettront peut-être de s'affranchir totalement du plastique dans telle et telle situation. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est jusqu'où ça ira. Plus que des risques, encore une fois, tout ou rien. Après, sur l'aspect implication, insertion, donc là c'était la compréhension d'Émilie de la question. Pour l'aspect insertion dans le reste de la chaîne, pour ça, on est plutôt confiant parce que encore une fois, il y a une catégorie d'acteurs industriels qui s'appelle donc les transformateurs. Les transformateurs, ce sont les gens qui, entre le fabricant de papier ou de plastique de base, si j'ose dire, et l'utilisateur final qui est l'industriel, qui conditionne. Donc le transformateur, c'est celui qui va, encore une fois, imprimer, mettre dans la dimension qui va bien, mettre une couche de vernis scellant, mettre des couches pour justement protéger contre le gras, contre l'humidité, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire, ce transformateur, il n'est pas un process prêt. Hein, c'est-à-dire que nous, finalement, on rajoute une brique supplémentaire, un traitement possible dans la panoplie des traitements, alors, qui se distingue fortement par rapport aux autres, vous l'avez compris, mais avec ses caractéristiques, des singularités très fortes. Mais quelque part, c'est une étape de plus qui peut se substituer à d'autres, qui s'intègrent
relativement facilement dans le procédé. Voilà. Et puis après, sur les risques, on va dire plus industriels au sens classique, enfin, courant du terme, là, c'est quand même assez limité. Bon, on l'a vu, les aspects rejet, pollution, etc., alors pour le coup, c'est extrêmement faible, puisque pour des simples aspects quantitatifs. Et puis, quand bien même, traiter des rejets de méthane, c'est facile, on sait faire, quoi. Il y a plein de solutions qui existent. On n'a pas besoin de les mettre en œuvre a priori, vu les faibles quantités, mais bon, au besoin, on sait faire. C'est maîtrisé. Et d'autre part, il y a un produit qui intervient dans le traitement qui a la caractéristique d'être pyrophorique, c'est-à-dire qu'il peut s'enflammer à l'air libre. Mais là aussi, comment dire, il y a des briques technologiques, enfin des solutions technologiques qui sont largement maîtrisées depuis des dizaines d'années, chez notamment tous les intervenants de la microélectronique. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on ne va pas réinventer, sur lesquelles on s'appuie et qui sont parfaitement maîtrisées aujourd'hui. Merci pour ta réponse complète. J'espère que Alors, c'était peut-être une quatrième facette qui n'a pas été abordée en plus de ces 3 facettes. on aura déjà été généreux, du coup. Merci beaucoup pour tes réponses. Je trouvais peut-être important de relever aussi de remettre le sujet aussi sur la table, sachant que ça a déjà été posé sur la fiche projet. C'est les différences avec Funcel, justement. Quel est votre lien, aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous différencie de Funcel? Olivier? Je vais prendre le relais de Romain qui respire un peu. Donc Funcel, alors c'est nos voisins, ils sont à 300 mètres de chez nous. Donc pour info, Grenoble est vraiment la capitale du papier en France, parce qu'il y a l'école de papeterie, le centre technique du papier. Voilà, tout ça c'est historique, ça date de plus de 100 ans. Donc on les connaît très bien, on est impliqué sur des programmes ensemble. En fait, on se situe au total opposé sur la chaîne de valeur, puisque en fait Funcel c'est un additif qu'on va mettre dans la pâte à papier, donc très en amont. Et nous, on est à l'exact opposé, à l'aval, une fois même pratiquement un objet mis en forme. Hein, comme on l'a dit, on peut traiter une boîte en carton ou une barquette en cellulose moulée finie et on apporte ce traitement et ensuite on va mettre les aliments dedans. Donc on est vraiment à l'autre bout. Donc Funcel, comme bien d'autres solutions, en fait, c'est complémentaire parce qu'on le disait, hein, les emballages actuels, c'est des complexes de solutions plastiques. Si vous prenez un bête sachet de jambon, ça peut être 4 à 5 plastiques différents. Donc c'est pas si bête que ça. Et si on veut faire ça en papier, bah, ça sera peut-être Silcoa, Funcel plus une autre solution. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment Funcel, comme pas mal d'autres, rentre dans le côté complémentarité, substrat sur lequel on pourrait venir faire notre traitement. On pourrait imaginer un papier, on lui met du Funcel dans sa pâte à X%, et nous, on vient traiter à la fin. Pour un traitement complet. Vous êtes Exactement. complémentaires, du coup. Ce qui permet peut-être d'en profiter pour compléter la réponse sur l'aspect concurrentiel, c'est que finalement, bon, Olivier a présenté la vision macro avec la concurrence des plastiques, bon, on ne s'étend pas, et puis même des plastiques, des bioplastiques, entre guillemets. Bon, on en a parlé. Après, dans toutes les solutions qui complètent le papier, on peut dire que notre singularité très très forte, c'est d'apporter ces propriétés barrières à ajout quasi nul de matière autre que du papier, et en tout cas sans plastique, et encore une fois avec une quantité dérisoire de non-papier. Et ça, c'est un élément extrêmement différenciant par rapport à ce qui existe. Voilà, bon, c'est une petite déviation, mais pour compléter un peu l'aspect concurrentiel. Oui, tout à fait, mais en plus, c'était une question qui avait été posée justement pour revenir un peu sur le paysage Voilà. concurrentiel. Il y a beaucoup de faux concurrents, et l'exemple type, c'est Funcel. Beaucoup de faux concurrents au sens où, oui, on parle de papier, oui, on parle par certains aspects de choses qui permettent de s'affranchir du plastique, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Hein, et parce que le plastique a aussi plein de fonctionnalités. Et voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos réponses. On a une autre question qui est
Alors, il y en a encore quelques-unes des nouvelles. Oui, oui. Qu'on envoie. De Gwendal, à terme, votre volonté est de vendre votre technologie via des contrats de leasing et de licensing associés à du service. Quels sont les avantages et principaux risques liés à ce positionnement? Alors, la question donc on revient sur la question du business model à terme. Donc oui, effectivement, notre volonté, c'est plutôt de nous orienter, alors pas uniquement, voilà, pas uniquement licensing, hein, mais plutôt de la location de procédés. On pourrait dire la location de machines, hein, voilà. Même si la notion de machine là est à prendre entre guillemets, quoi. C'est plus du procédé. Alors d'abord ça nous paraît un peu incontournable parce que si le procédé se prouve, hein, ce qui est bien sûr notre ambition, se répand et est adopté, il nous paraît assez peu réaliste de centraliser tout sur une usine à Grenoble ou ailleurs et en demandant à tout le monde de nous envoyer, de faire des allers-retours, etc. C'est pas très crédible. Et puis en termes d'impact carbone, c'est moyen aussi. Et c'est pas très crédible en termes de gestion des flux, de réactivité, etc., etc. Donc de toute façon, c'est un peu incontournable de déployer la technique d'une façon ou d'une autre chez les transformateurs. Après, donc les avantages, c'est ça. Après, les risques, eh bien évidemment, on peut imaginer, enfin, on peut penser au risque de perte du savoir-faire, etc. Donc, c'est aussi, enfin, ou de propriété intellectuelle. Hein. Alors, par rapport à ça, bon, il faut rappeler qu'on a quand même une technologie brevetée, qu'on va continuer à enrichir avec d'autres brevets. On a déjà d'autres idées de renforcement de la protection, on va dire, propriété intellectuelle, sans parler du savoir-faire associé, de la mise au point du procédé lié à chaque cas d'utilisation. Donc, on imagine quand même assez peu, on les connaît un peu, hein, assez peu de transformateurs susceptibles de tout réapprendre et de tout phagocyter. Voilà, donc, et puis évidemment, tout ça ne se fera que dans le cadre de partenariats stratégiques, entre guillemets, pas avec n'importe qui. Voilà. Bon, on pourrait évidemment étendre la discussion sur cette thématique. Mais... Oui, vaste sujet. Il nous reste quelques minutes encore pour prendre les dernières questions. Justement, pour faire la transition, il y avait une question aussi de Grégorio qui vous demandait justement que considérez-vous comme votre modèle commercial principal ou préféré, co-développement, licence ou production? Alors, en fait, bon, on a déjà un peu répondu, mais d'abord, tout ne s'oppose pas là-dedans, hein, parce que co-développement, typiquement, on y aura droit à tous les coups. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, que l'on produise chez nous ou que ce soit un transformateur qui intègre le procédé, comme on a plutôt en tête, hein, dans tous les cas, avant ça, il y a une étape dans laquelle on est déjà, en fait, hein, de co-développement, c'est-à-dire de conception ou co-conception du matériau d'emballage pour tel usage, et ça se fait avec le client final. Donc ça, de toute façon, ça sera une étape nécessaire. Et puis, effectivement, après, on l'a dit, effectivement, on se dirige plutôt vers, alors, pas que licence, mais encore une fois, aussi leasing, enfin, un modèle de mise à disposition du procédé fait par nous. Hein, la licence, c'est juste, on autorise l'industriel à faire. Là, nous, on a quand même l'intention de lui mettre dans les mains un procédé, concrètement. Merci beaucoup pour tes réponses. J'en profite donc rapidement pour rappeler que Silcoa est en phase de pré-collecte sur lita.co. Donc à hauteur, là, on a déjà reçu 230 000 € d'intention d'investissement, donc sur un objectif de 250 000 € réservé aux investisseurs Lita. Donc voilà, l'ouverture des souscriptions est prévue très prochainement, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à valider votre profil investisseur, sans quoi vous ne pourrez pas, accéder au dossier et 2, n'y investir. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers, si besoin. Donc c'est un investissement en actions à partir de 300 € qui est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu 2023, donc à hauteur de 25 % du montant que vous investissez, avec une horizon de sortie qui est, à 5 ans. Voilà, donc vous retrouverez toutes ces informations dans les dossiers qui seront disponibles sur la page de la levée de fonds très prochainement. Et on va peut-être du coup prendre les dernières questions pour le mot de la fin. Alors il y avait une question de Vini qui demandait justement donc: «Bonjour, la solution proposée par Silcoa permet-elle de se passer du plastique à 100 %?» Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'objectif qu'on vise et pour tout type d'application.
Après, ce qui est certain, ça rejoint un petit peu notre segmentation. Donc, il y a des choses qu'on va sans doute pouvoir faire immédiatement sans polymère pétrosourcé. Par exemple, emballer, faire un sachet de sucre, ça me paraît vraiment tout à fait faisable court terme sans aucun polymère. Sur un flacon de shampoing, j'ai quelques doutes à 1, 2, 3 ans, mais honnêtement, on y croit vraiment. Il faut savoir qu'en fait, on est en train de se heurter à une concurrence de 50 ans de R&D sur les plastiques, donc ils ont bien progressé et donc voilà, c'est que le début de l'histoire sur le côté emballage en papier haute performance. Mais je pense qu'on va y arriver. On vous le souhaite. On peut compléter un tout petit peu le sujet en disant qu'il y a les aspects que vient d'évoquer Olivier sur la performance de barrières, etc. etc. Il y a aussi des considérations liées au façonnage ou à la fermeture de sachets, etc. Où là, il y a des notions de colle, de scellage, qui sont ou pas réalisées avec des matériaux polymères aujourd'hui. Donc là, en parallèle, on investigue aussi, et là c'est pour ça qu'on est dans le co-développement, sur les solutions de fermeture pour utiliser des solutions de scellage qui soient, à défaut d'être 100% papier, parce que là, techniquement, ça peut être un peu compliqué, de coller juste du papier sans colle, quoi. Mais même s'il y a des pistes, par ultrason, par exemple, mais à défaut d'utiliser des matériaux biosourcés, biodégradables, etc. En fait, il faut imaginer qu'à peu près tous les domaines de ce qui se fait dans le packaging, les machines, tout ça avance en ce moment à vraiment une vitesse impressionnante et le but, c'est d'atteindre les mêmes cadences que le plastique, les mêmes performances si possible. Il y aura peut-être une phase d'adaptation. On discute avec des industriels qui envisagent de revoir des dates de péremption, par exemple. Est-il nécessaire réellement d'avoir un paquet de gâteaux qui tient 3 ans? Je ne sais pas. Affaire à suivre, donc. Changement d'usage, ouais. Changement d'usage. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Merci aux participants, participantes pour toutes vos questions. C'est grâce à vous aussi que ce genre de live existe et fait vivre les levées de fonds pour les entreprises comme Silcoa. Messieurs, je vous laisse peut-être un dernier mot de la fin avant qu'on clôture. Voilà. Déjà, merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité effectivement d'expliquer le sujet en direct. Merci à Lita de nous accueillir pour ça. Puis écoutez, nous on y croit en tout cas. Voilà. Olivier, Oui, moi j'ai été, je pense au tout début du crowdfunding, j'avais réalisé mes propres premiers investissements, donc je trouvais vraiment la démarche super. Donc je m'attendais pas à finalement le faire 9 ans plus tard de l'autre côté de la barrière, mais je trouve le principe toujours aussi super et on est vraiment content de laisser une part de cette levée avec des investisseurs institutionnels ouverte à qui a envie de nous suivre. Effectivement, on y croit beaucoup. Moi, ça fait déjà 2 ans et demi que je suis sur le projet, donc il y a eu déjà beaucoup de temps passé. Donc, hâte de voir la suite et puis hâte de voir les emballages dans 3, 4, 5, 10 ans. Ça va beaucoup bouger. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt. Au revoir. Merci. merci encore.